Bonjour, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 5 octobre 2021 et nous sommes là pour ce cours de critique littéraire. Et le cours d'aujourd'hui sera sur la sociologie de la littérature. Je vais partager l'écran ici. Le livre que je vais utiliser, il est déjà dispo dans les fichiers. Voilà. Et en fait, je cherche du matériau complémentaire à ce cours. Et là, je cherche d'autres, pas d'autres, mais je cherche des conférences ou des vidéos de Gisèle Sapiro, l'auteur de ce livre que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que Gisèle Sapiro est sociologue de formation. Elle n'est pas, si je ne me trompe pas, elle n'a pas une formation littéraire. Non, je pense qu'elle est sociologue de formation. Et si je ne me trompe pas, parce qu'elle est encore, elle est jeune, une jeune dame, peut-être la cinquantaine, elle est encore chercheuse au CNRS en France, c'est le Centre national de recherche scientifique. Et il me semble qu'elle est professeure aussi à Paris. Et si je ne me trompe pas, elle a été élève, ou elle a eu sa thèse dirigée par Pierre Bourdieu, les fameux sociologues français, que je vais commenter ou reprendre quelques sujets, quelques concepts aujourd'hui dans ces cours. Et donc, l'idée, je ne sais pas la date de publication, de la première publication de ce livre de Gisèle Sapiro. L'édition que j'ai ici en papier, celle-ci, elle est de 2014, mais je ne sais pas si ça a été la première publication. Non, c'est ça. Voilà, le premier tirage, août de 2014. C'est-à-dire que les idées qu'elle apporte dans ce livre, ce sont des idées assez contemporaines et modernes de la sociologie de la littérature. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vais essayer de faire aujourd'hui une introduction à ce qu'on peut étudier au niveau de la sociologie de la littérature. Et à mon avis, c'est peut-être un des domaines de recherche littéraire les plus intéressants et les plus à faire ou le plus, comment je peux dire, c'est pas créatif, mais fructueux ou prolifique. Comment dire ça en français? Pardon? Prolifico, mais je ne sais pas comment dire ça en français. Ouais, on va chercher ici. Je vérifie s'il y a voilà, fécond, productif, prolifique. Merci, Ilan, parce que nous avons prolifique. Ça, c'est la magie des langues latines, n'est-ce pas? Et parfois, je ne sais pas, dans ces cours-là de critiques, j'ai jamais dit ça, mais j'avais une camarade de classe en France. On suivait un cours de philosophie ensemble. Elle était italienne, étudiante en échange universitaire comme moi. Et nous deux, à l'époque, c'était en 2004, on apprenait le français, on parlait pas très bien, mais on se débrouillait bien en français.
Et quand et assez souvent, on déjeunait ensemble après les cours de philosophie. Et quand il nous manquait un mot en français, moi je disais en portugais, elle disait en italien, et on se comprenait parce que il s'agit de langue latine. Et donc, le pire, Ilan, c'est quand on n'arrive pas à se souvenir du mot en portugais. C'était mon cas ici. Donc, tu as dit prolifique, j'ai cherché prolifique et ça existe. Et comme synonyme, nous avons fécond, productif. Donc, la sociologie de la littérature, à mon avis, c'est un des domaines les plus féconds, prolifiques, productifs des études littéraires aujourd'hui. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire et très intéressantes à faire au niveau des études littéraires. Mais en même temps, quand on parle du début des études sociologiques autour de la littérature, assez souvent, on a les études qu'on va dire marxistes de la littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les débuts, on partait d'une conception de littérature, une conception marxiste de la littérature, c'est-à-dire la littérature comme représentation ou comme reflet, réflexe de la société. C'est-à-dire que on étudiait la littérature pour chercher un reflet de la société, un reflet des luttes de classe, un reflet des idéologies présentes dans la société. D'accord? Et avec le développement de ce domaine de la sociologie, de la littérature, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus nous avons beaucoup plus de possibilités d'études au niveau de la sociologie, de la littérature. Raison pour laquelle, et c'est un domaine de la critique littéraire très riche, un domaine qui se développe dans d'autres branches, comme le féminisme, les études culturelles, les études décoloniales, pardon. Ce sont des domaines de la critique littéraire qui viennent comme, évidemment, des différenciations, mais d'une certaine façon comme une continuation de ce qui était les études marxistes en littérature ou la sociologie de la littérature. Raison pour laquelle nous avons deux expressions comme la sociologie de la littérature et l'analyse sociologique de la littérature. C'est possible de faire cette différenciation, cette distinction. Et non, c'est bon. C'était pour cette introduction. Et quand je parle de cette analyse marxiste, par exemple, de voir le reflet dans la littérature de la lutte des classes, des idéologies présentes dans les discours, etc. Cela n'est pensé pas comme une réduction de la possibilité. Parce que moi, je pense, malgré le fait d'avoir des collègues de département, ici à l'INB, le département de théorie littéraire et littérature, des collègues qui travaillent encore sur le marxisme, à mon avis, c'est un sujet de recherche assez fatigué, peut-être, un peu déjà usé, comme on dit en français, gaste, n'est-ce pas? Par contre, quand on pense
dans cette perspective de la sociologie de la littérature, moi je pense que c'est peut-être un domaine plus fort en France que dans des pays anglophones, parce que les pays anglophones, les discours ou les études féministes, culturelles et décoloniales sont plus forts. Et donc, il y a d'autres possibilités d'études qu'on laisse de côté dans les pays anglophones. Et donc, je commence, pour ne pas parler en abstrait ici, je commence et je vais suivre l'introduction du livre de Gisèle Sapiro aujourd'hui pour faire cette introduction. Donc, voyons ici, je projette comme ça, voilà. Et voyons ici, voilà. Donc, je vais lire et commenter quelques extraits avec vous et je vais développer ce qui est dans le texte. Donc, elle dira ici, tout au début, la sociologie de la littérature se donne pour objet d'étudier le fait littéraire comme fait social. Donc, tout d'abord, la sociologie de la littérature se donne pour objet d'étudier le fait littéraire comme un fait social. Ça commence déjà comme ça. Donc, avant de penser la littérature comme un fait esthétique ou un fait d'inspiration, un fait de génie littéraire, etc., la littérature sera considérée comme un fait social. La littérature comme une production sociale, c'est-à-dire, quand on pense, on se propose à penser comme ça, cela ne veut pas dire que, par exemple, on ne va pas penser la littérature tout simplement comme un texte, ou du point de vue strictement textuel, c'est-à-dire un texte comme on va voir dans les semaines suivantes, le structuralisme, n'est-ce pas, et les courants textuels du structuralisme, c'est-à-dire la littérature comme une composition textuelle, un discours comme ayant un producteur, un récepteur, un message transmis, etc. Voilà. Donc, on commence par considérer la littérature comme un fait social. Et comme un fait social, la littérature, elle circule dans la société, elle travaille avec des phénomènes symboliques de la société, avec un imaginaire présent dans la société, avec les idéologies présentes dans la société, et aussi il faut différencier, il faut distinguer ce qui est la production littéraire de ce qui est la réception littéraire et ce qui est la circulation littéraire dans la société. Je vais développer chacun de ces sujets. D'accord? Cela, je continue ici. Je vais faire différemment. 2 secondes ici. Je vais changer la couleur ici. Voilà, je gagne un petit peu d'espace. C'est parce que ce logiciel que j'utilise, j'arrive pas à voir les plein écran et en plus l'outil de souligner. Donc, je vais utiliser le rouge ici pour vous aider à me suivre ici dans les textes. Donc, fait littéraire comme fait social. Cela implique une double interrogation sur la littérature comme phénomène social dont participent nombre d'institutions et d'individus qui produisent, consomment, jugent les œuvres, et sur l'inscription des représentations d'une époque et des enjeux sociaux dans les textes littéraires. Donc, raison pour laquelle je vais utiliser aujourd'hui son introduction comme point de départ
à cette réflexion. Donc, vous allez voir que son introduction nous permet de parler de pas mal de choses ici. Donc, il y a une double interrogation. La littérature comme phénomène social et comme inscription des représentations. D'accord? Et donc, comme phénomène social, participent plusieurs institutions et individus. Et ici, la production, donc, qui produisent, qui consomment et qui jugent les œuvres. Et vous voyez que dans cette idée de sociologique de la littérature, nous avons, comme Antonio Cândido explique la littérature brésilienne comme un système dans l'introduction, c'est l'introduction à la formation de la littérature brésilienne. Je crois que c'est ça. Et l'introduction, il parle de ce concept de système. Un système littéraire, il est composé des auteurs, lecteurs et les œuvres. Par contre, ici, elle va considérer les domaines de la production, les auteurs, de la consommation des lecteurs et les jugements des œuvres, c'est-à-dire l'école, l'université, les journaux, la critique des journaux, n'est-ce pas? Ça, c'est un côté, la littérature comme phénomène social. Et sur l'inscription des représentations, nous pouvons voir là, dans la littérature, la représentation d'une époque et la représentation des enjeux sociaux dans les textes littéraires. Cela veut dire, comme je disais tout à l'heure, tout au début, quand on parlait d'analyse sociologique de la littérature, on se tenait surtout dans les domaines de la représentation. C'est-à-dire, genre, on prend un roman du 19e siècle, comme Madame Bovary, et on va étudier la société bourgeoise du 19e siècle. Et comme ça, nous avons une représentation d'une époque. On peut parler des enjeux sociaux. Prenons le même roman, Madame Bovary, et l'institution mariage. Et on va penser au mariage au 19e siècle d'une femme dans la province, c'est-à-dire l'intérieur du pays, ce n'était pas à Paris, mais en province, qui est célibataire et qui voit dans la possibilité d'un mariage avec un jeune médecin, la possibilité d'ascension sociale. Et puis, elle va se frustrer dans ce mariage parce qu'elle va, elle va se rendre compte de l'impossibilité d'aimer ou de tomber amoureuse de son mari. Et donc, elle va, parce que vous voyez, l'institution mariage, dans ces cas, était une possibilité d'ascension sociale. Le mariage n'était pas la conception de partage d'une vie à partir d'un sentiment ou de l'intimité, etc. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'à partir du roman Madame Bovary, on est capable d'étudier des représentations comme de la bourgeoisie de l'époque ou aussi, par exemple, le mariage au XIXe siècle. N'est-ce pas? Voilà. On continue ici. Voilà. C'est clair, je pense, n'est-ce pas? Non, Oui. j'ai un doute. Parce que je n'ai pas compris la différence entre le phénomène social et l'inscription des représentations, parce que je pense que les deux choses sont liées, n'est-ce pas? Non, on peut les distinguer et les séparer pour la peut-être elles sont liées.
je ne sais pas si elles sont liées de cette façon, parce que le phénomène social, la littérature en tant que phénomène social, Ilana, considère dans ces cas la littérature comme un phénomène, considère la littérature du point de vue externe, comme quelque chose qui se fait socialement, comme par exemple le football. On peut faire cette distinction. Par exemple, on va analyser le football comme un phénomène social, c'est-à-dire on ne va pas considérer les règles internes de ce sport. On va considérer genre les footballeurs comme une profession, les coachs, les supporters, la vie économique qui existe autour de cette pratique sportive. Vous voyez comment le phénomène social football est différent de règles internes du sport. Et en tant que phénomène social, le football consiste de supporters, joueurs au foot, les coachs, les équipes, parce que les équipes sont des espèces d'entreprises, n'est-ce pas? Nous avons quoi d'autre? Encore dans ce domaine social du football, nous avons la Coupe du Monde, les championnats un peu partout, etc. Du point de vue de l'inscription des représentations, on va prendre une œuvre. Comme je vous ai dit, Madame Bovary, et dans le texte du roman Madame Bovary, on peut détacher des représentations de la société dans le texte littéraire. Tu vois? Et dans l'inscription, ici, l'inscription de représentation, l'inscription de représentation, c'est comme quelles sont les choses de la société qui sont représentées dans l'œuvre littéraire. C'est clair maintenant? Tu vois, c'est comme ce qu'elle dit ici, phénomène social, la littérature, la sociologie de la littérature d'un point de vue externe. Les écrivains, les lecteurs, les librairies, l'école, l'université, etc. Et comme elle dit ici, c'est l'inscription de représentation comme les phénomènes symboliques, idéologiques, etc., qui sont représentés dans l'œuvre littéraire, comme le mariage. Vous voyez, c'est presque la littérature considérée comme une histoire de la sensibilité ou des mœurs aussi, a literatura como uma história dos costumes. Par exemple, si on prend le roman La princesse des Clèves du XVIIe siècle, là on peut voir, et en plus, le roman Princesse des Clèves, il a été écrit au XVIIe siècle, mais il raconte une histoire de la cour au XVe siècle, si je ne me trompe pas. Et de ce roman, on peut réfléchir sur l'amour à cette époque-là. L'amour, c'est-à-dire la littérature, représente, je me corrige, il y a dans le roman La princesse des Clèves une représentation de l'amour du XVe siècle. Et là, on n'est pas en train d'analyser le roman, l'écrivaine, comment elle s'appelle, Madame de Lafayette, les lecteurs de l'époque, etc. Donc, il y a
tout d'abord comme un phénomène social, la littérature d'un point de vue externe au texte littéraire et les représentations d'un point de vue interne au texte littéraire. C'est plus clair maintenant? Oui, c'est clair, merci. Oui, et ça, c'est ça qui est intéressant. Comme je disais tout à l'heure, et j'ai voulu entrer dans les textes pour laisser ces choses claires. Parce que assez souvent, on va lire la littérature de ces points de vue sociologiques comme ce qui est de la société représenté dans l'œuvre. Genre, voyons ici. Oui, pour ceux qui ont fait roman avec moi récemment, le roman Chanson douce de Leila Slimani. C'est une histoire d'un jeune couple parisien aujourd'hui. L'histoire est récente, se passe aujourd'hui. Donc, c'est un jeune couple branché, sont jeunes, cool. La fille a une licence en droit. Le garçon, il est producteur musical, il est ingénieur de son. Donc, il est inséré dans le milieu artistique de Paris et la fille va s'insérer dans un cabinet d'avocats, etc. Ils sont un jeune couple avec des enfants jeunes. Donc, vous voyez que nous avons là la représentation d'un jeune couple bourgeois français d'aujourd'hui. C'est la classe moyenne française aujourd'hui. La nounou, Baba des enfants de ce couple, représente une autre classe sociale. C'est une classe sociale démunie, qui n'a pas fait d'études, qui n'arrive pas à avoir de bons emplois. Et vous voyez comment on a dans le roman Chanson douce une représentation de la société. Et là, nous avons des enjeux de classe joués dans le roman. Par exemple, le jeune couple, Paul et Myriam, ont chacun sa carrière, lui, producteur musical, et le jeune avocat. Ils ont donc deux enfants tout petits. Comme ils travaillent, ils ont leur carrière, ils vont embaucher une nounou pour s'occuper de ces enfants. Cette nounou, elle n'a pas la condition de s'occuper de son enfant parce qu'elle a une fille. Et donc, sa fille va elle va laisser sa fille dans une crèche. De temps en temps, elle a besoin. On écoute un petit peu sur l'histoire de vie de la nounou. Et par exemple, elle a des expériences de travailler dans une famille. Elle n'avait pas de possibilité de laisser sa fille dans une crèche ou avec une autre personne. Et elle doit emmener sa fille au travail. Et pour ne pas déranger ses patrons, elle dit à sa fille, tu restes là, tu ne fais pas de bruit, il faut que tu sois transparent. Parce que là, nous sommes chez les patrons et ce n'est pas l'endroit à jouer, ou etc. Pensez, par exemple, pour vous donner un exemple semblable, proche, au film brésilien Que Horas Ela Volta. C'est le même type d'enjeux sociaux, d'enjeux social proposé, n'est-ce pas? Une famille de classe moyenne, moyenne haute, qui a une domestique à la maison, et on voit quelles sont les possibilités d'études, de vie, de faire de l'argent, etc., selon la classe sociale. Et là, nous avons et en fait, cette approche du texte littéraire, cette façon d'aborder le texte littéraire, c'est celle la plus directe que nous avons. À laquelle nous sommes habitués. C'est-à-dire, on lit un roman et on voit quelle est l'histoire
abordée, l'histoire racontée, et on voit cette histoire comme un reflet de la société. Une expression comme a vida imita a arte ou a arte imita a vida, n'est-ce pas? Ou j'avais dit récemment, je ne me souviens plus quel était le contexte. Eu falei outro dia que a gente até fala do Manuel, se não me engano, do Manuel Carlos, com uma novela da vida real, c'est parce que il joue les enjeux qu'il met dans ces novellas sont les enjeux qu'on vit dans notre vie quotidienne. Et là, nous avons dans le cinéma, la littérature, etc., le théâtre, une représentation de la vie des gens. Et assez souvent, quand on lit de cette façon un livre, un film, etc., on s'identifie ou on se sensibilise à quelque chose, à un phénomène social ou à quelque chose qui se passe dans la société. Par exemple, le film Que Horas Ela Volta ou les romans Chanson Douce nous font penser, par exemple, à la difficulté d'élever les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas l'aide de l'État, donc il faut embaucher quelqu'un pour s'occuper des enfants pour avoir une carrière, n'est-ce pas? Ou sinon, les difficultés selon la classe sociale de faire des études ou de toucher ou de vouloir une carrière différente, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple, vous êtes à l'université et même si on déconsidère, si on laisse de côté la classe sociale à laquelle vous appartenez, parce que je sais que vous avez vous avez un milieu familial différent, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que vous provenez des familles de classes sociales différentes. Mais, en même temps, vous êtes à l'université. À l'université, vous avez fait un choix d'un parcours académique et professionnel. C'est-à-dire que, une fois avec le diplôme, vous allez choisir votre profession. C'est-à-dire que vous appartenez aussi à une certaine élite intellectuelle qui vous permet de choisir le travail que vous allez avoir. Vous allez évidemment avoir, vous allez vous battre contre le marché du travail parce que ce n'est pas si simple que ça de se faire embaucher dans une école ou d'avoir un réseau pour offrir des cours particuliers, n'est-ce pas? Mais laissons de côté cette idée. Mais il y a toute une parcelle de la société qui n'a pas la possibilité de choisir leur travail ou leur occupation ou leur job, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec ce qu'ils ont, ils vont faire ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent à la fin du mois, n'est-ce pas? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ce sont ces enjeux, par exemple, qu'on va retrouver dans certains romans, dans certains films ou pièces de théâtre, etc. D'accord? Donc, tout ça pour faire la différence entre la littérature comme phénomène social. La littérature comme phénomène social, c'est un système. La littérature, c'est-à-dire la littérature, les écrivains, les lecteurs, les livres, les librairies, les bibliothèques, l'université, tout ce qui est autour de la littérature compose la littérature comme un phénomène social. Et
La deuxième branche, inscription des représentations. C'est quand on prend une œuvre, un film, un roman, une pièce de théâtre, et on analyse l'œuvre et on cherche dans l'œuvre la représentation de la société. Je crois que c'est clair maintenant, oui. Et c'est clair, mais je ne vais pas insister parce que je pense que c'est clair, mais c'est intéressant parce que ça change cette différenciation, cette distinction nous offre une autre possibilité d'études littéraires. Vous voyez, parce que assez souvent, on fait une analyse de ce type. Genre, on prend un roman et on va dire quels sont les problèmes sociaux présents ou représentés dans l'œuvre. Et on va analyser, on va parler de l'histoire. L'intrigue du roman parle d'un jeune couple qui a des difficultés, d'un jeune couple bobo, bourgeois bohème, branchés, qui ont des difficultés à mener leur carrière et la vie familiale et l'éducation des enfants. D'un autre côté, ce côté de la littérature en tant que phénomène social, ça va nous ouvrir une autre possibilité d'étude autour de la littérature comme on peut étudier les écrivains comme une profession libérale aujourd'hui. C'est clair? Genre, les écrivains contemporains, comment ils mènent leur vie? Comment ils font de l'argent pour payer leurs factures? Genre, les écrivains aujourd'hui, ils écrivent et ils font publier à leur compte. C'est-à-dire, un jeune écrivain écrit un livre, il cherche une maison d'édition et il va payer l'impression des livres et vendre ces livres après. Ou ils ont déjà une certaine réputation et à partir de cette réputation, la maison d'édition s'occupe des dépenses et des coûts des publications. Ou les festivals, les fêtes littéraires, quelle est l'importance des fêtes littéraires pour la diffusion de la littérature aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, peut-être vous avez entendu parler des Torturades, n'est-ce pas? C'est un livre qui a touché à une certaine réputation. L'auteur est jeune. Il me semble qu'il a écrit ses romans à partir d'une recherche de doctorat et il a fini par être interviewé sur Rodavive. Donc, c'est ça en fait, ce genre de circulation d'informations, de littérature, la profession d'écrivain aujourd'hui, ou quel est le profil du lecteur aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de cette sociologie de la littérature. Comment l'institution littéraire se met debout aujourd'hui et fica de pé hoje. Vous voyez? Et donc, hier, par exemple, j'ai vu un reportage sur la décadence de livrarie, comment ça s'appelle? Não é a Cultura, não, é a outra. Amarela, a cor da... FINAC? Não. Não, é brasileira. Era... Deixa eu colocar. Livraria... onde? Cultura... Saraiva. Il me semble que la librairie Saraiva est en décadence, en crise économique, peut-être va fermer les portes. Donc, les librairies peuvent être un objet d'étude dans ces points de vue de la sociologie de la littérature.
Vous voyez? Amazon va tuer toutes ces librairies, je pense. Pardon? Amazon va tuer toutes ces librairies. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet de recherche du domaine de la sociologie de la littérature. Par exemple, quel est l'effet de Amazon sur les librairies locales? Ou, par exemple, par contre, vous voyez que nous avons les libraires qui vendent les livres d'occasion, et quelle a été la transformation de ce marché à partir de l'arrivée de la plateforme Estante Virtual. Parce que Estante Virtual nous a permis d'acheter des livres d'occasion, par exemple, depuis Porto Alegre, n'est-ce pas? Et je paye les coûts d'envoi et parfois c'est moins cher de faire venir un livre de Porto Alegre, un livre d'occasion, que d'acheter un nouveau ici à Leitura, par exemple, n'est-ce pas? Ou parfois on cherche un livre rare, il n'est pas disponible à la bibliothèque de l'UNIT, c'est un livre comment on dit, épuisé. Donc, on ne peut plus acheter un nouvel exemplaire, mais on va sur Estante Virtual et on trouve un vieux exemplaire disponible dans une librairie d'occasion au Pará. Et donc, on va acheter sur Internet, on fait venir le livre. Donc, ça fait partie de cette institution littéraire d'un point de vue macroéconomique, on va dire. Là, je parle peut-être d'un point de vue économique, mais la position du lecteur est aussi du domaine de la sociologie de la littérature. C'est-à-dire, on peut faire une recherche, par exemple, penser par exemple à un projet, ça peut être un projet de master ou doctorat, d'accord? Ou tout simplement une recherche d'un professeur du département ici à l'UNB. Je vais prendre un conte, ça peut être un conte du 19e siècle, un conte contemporain, et je vais travailler avec les élèves du lycée français et une école de secrétariat d'EDF. Et je vais travailler sur l'imaginaire et la différence de l'interprétation des élèves du lycée français qui appartiennent à une certaine classe sociale et les élèves de la secrétariat d'EDF qui appartiennent à une autre classe sociale et quelle est la différence des compréhensions de l'interprétation du même texte. Vous voyez que là, on peut, à partir d'une recherche comme celle-là, arriver à un résultat de comment la classe sociale et le background culturel influencent l'interprétation d'un texte littéraire. Vous voyez comment ça peut être très différent. Et là, ça m'a fait venir à l'esprit un exemple donné en cours quand c'était un prof de sociologie, c'était un cours de je ne sais pas si c'était un cours de sociologie que je suivais ou des théories des relations des relations internationales. Mais le prof était sociologue. Il nous a donné un exemple de différence d'interprétation. Ce n'était pas interprétation textuelle, mais c'était interprétation d'un fait, d'un phénomène. Je l'ai dit en portugais pour garder un peu la mémoire de l'histoire, de l'anecdote qu'il a racontée. Ele contou, pouco assim, ele criou uma história, né? Deu o exemplo de um bairro em Belo Horizonte
que se chama Mangabeira. Não era Mangabeira, não, era o... Sim, se não me engano era Mangabeira. É uma área extremamente nobre. Pensem aqui no, sei lá, Lago Sul, setor de mansões, Lago Sul. E aí, a pessoa que faz a limpeza da casa mora na estrutural. E aí, você pensa, a pessoa sai da estrutural, às vezes não tem, como é que chama? Saneamento básico, asfalto, uma região que é mais empoeirada, tudo isso. Aí ela chega na mansão do Lago Sul. E aí a dona fala, eu quero essa casa limpa. E aí ela vai limpar. E aí a dona chega e fala, não está limpo, limpa direito. Eu falo, mas eu limpei direito. Aí a gente tem duas concepções do que é limpo. Para uma pessoa que mora na estrutural, vai ter uma concepção de limpeza. E para uma pessoa que mora no Lago Sul, vai ter outra concepção de limpeza. Estão vendo que isso pode, às vezes, o fato, vamos dizer assim, a casa limpa seria a mesma, mas uma vê como suja, a outra vê como limpa. Porque elas vêm de contextos sociais muito diferentes e, sei lá, concepções de mundo muito diferentes. Né? Ou pensem em casais que têm contextos culturais ou às vezes nacionais, né, de nacionalidades diferentes, como é que isso gera ruído? Porque as referências, o background é diferente. D'accord? Et comme ça, quand on travaille comme lecteur, ou quand on travaille avec le lecteur, on peut avoir ces genres de divergences. N'est-ce pas? La divergence, elle peut être selon la classe sociale, selon le genre, le sexe, hommes et femmes, l'âge, les jeunes et les personnes âgées, la nationalité. Par exemple, il y a un professeur du département d'anglais qui fait ce genre de travail dans des écoles ici, autour et dans la région du DF. Et il a fait son post-doctorat avant la pandémie en France et il a fait le même type d'expérience avec des élèves à l'école en France pour voir la différence de compréhension littéraire, par exemple, entre les élèves ici, du DF, et les élèves de la région de Rennes, qui est la ville où il a fait son post-doctorat. Donc, on peut voir un contexte culturel, social, national, etc. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous considérez tellement intéressant comme moi je le considère. Mais avançons ici dans les textes. Voyons, que définit-on comme texte de référence? Une œuvre telle qu'il a publié son auteur. Mais dans ces cas, que faire des œuvres de Kafka publiées par Max Brod après sa mort? En fait, si elle va nous présenter des problèmes qui peuvent être abordés par la sociologie de la littérature. Donc, cette proposition apparemment simple soulève nombre de questions. Que définit-on comme un texte de référence? Une œuvre telle qu'il a publié son auteur, et si l'œuvre littéraire n'a pas été publiée par l'auteur. Vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple comme celui-là, vous savez que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Céline. Le dernier roman de Céline s'appelle Rigaudon. Et Céline, il a terminé l'écriture de ses romans. Il a écrit une note à son éditeur, Gallimard, et il a envoyé cette note, ce billet, cette notice à Gallimard, disant j'ai fini l'écriture du roman. Mais il n'avait pas encore réédité les romans. Il avait fini, on va dire, la dernière version du roman, et il a envoyé un message à Gallimard. Et il est décédé tout après, le même jour ou les jours suivants.
morreu no mesmo dia que ele enviou a mensagem para o editor, no dia seguinte. Donc, il n'a pas eu le temps de réviser les romans. Et on a publié les romans plus ou moins comme il l'a laissé. Donc, on a eu besoin d'un travail d'éditeur pour établir le texte, mais il y a un problème de continuation dans les romans. Il y a une information, là je ne me souviens pas exactement laquelle, mais il y a un problème de connexion logique dans les romans qu'il n'a pas eu le temps de corriger. Mais l'éditeur a laissé le texte tel quel pour préserver la dernière version de l'auteur. Donc, ici, par exemple, le texte de référence, c'est l'œuvre publiée par l'auteur, mais et si on trouve, par exemple, d'autres manuscrits, ensuite, ou des différentes versions publiées par un auteur. Guimarães Rosa fait ça. Les premières éditions, je ne sais pas si de certains ou de histoire, changent l'histoire. Donc, parfois, on va avoir un même texte à partir de la quatrième édition. La première, la deuxième, la troisième ont des différences textuelles. Ensuite, ou encore des variantes qu'on trouve dans les manuscrits. Doit-on s'interroger sur la genèse de l'œuvre? Genèse de l'œuvre é a gênese da obra, esse processo de criação da obra. Et l'inscrire à la manière de Sartre dans un projet créateur ou bien sur son interprétation qui peut varier selon les lecteurs et les époques. Parce que quand on parle de lecteurs, aussi, si on fait, on se concentre sur les lecteurs, on peut avoir aussi des divergences de lecture, d'interprétation des lecteurs aujourd'hui, mais on peut aussi avoir des divergences par rapport aux lecteurs de l'époque à laquelle le texte, ou dans laquelle le texte est. Par exemple, Madame Bovary, encore une fois, le livre a fait scandale à l'époque, surtout il y avait un côté sensuel du roman, il y avait un côté du désir de Madame Bovary, Emma Bovary, donc on parle du désir de la femme et l'infidélité de la femme. Donc le livre a fait scandale et Flaubert a répondu à un procès d'attentat aux mœurs de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, le même roman Emma Bovary, si on fait des jeunes lire les romans à l'école, est-ce qu'ils vont être scandalisés à cause du désir sexuel d'Emma Bovary ou de l'infidélité d'Emma Bovary? Moi, je ne pense pas. Donc, il y a une différence historique de compréhension, d'interprétation par rapport à l'infidélité d'Emma Bovary au siècle et aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose à considérer aussi. La lecture qu'on fait aujourd'hui est différente de la lecture qu'on faisait qu'on a fait au XIXe siècle. La lecture qu'on a faite au XIXe siècle. D'accord? Et si on recule encore dans le temps, genre un texte médiéval, on peut faire une lecture ou chercher des registres de l'interprétation du texte au Moyen-Âge. Peut-être ce texte a été dans la Renaissance, au romantisme, etc. Un bon exemple, c'est les interprétations d'Aristote qu'on a vues tout au début. Aristote a écrit avant Jésus-Christ, et puis il a été réinterprété dans la Renaissance, et puis dans la période classique française, et aujourd'hui nous avons encore une autre façon d'étudier Aristote qui est différente de celle de
Renaissance, par exemple. Et c'est le même texte d'Aristote. Le texte n'a pas changé. D'accord. Avançons. Oui. Oui. En fait, ici, elle va répéter un peu tout ce que j'ai déjà avancé. La signification d'une œuvre ou de toute production culturelle n'est pas réductible à l'intention de son auteur. Ça, c'est évident pour nous en tant que lecteurs expérimentés, étudiants en lettres, etc. Ça, c'est quelque chose que c'est déjà bien établi. La production culturelle et littéraire n'est pas réductible à l'intention de l'auteur. Ok. Outre que l'auteur n'est pas toujours conscient de ce qu'il fait, la signification de l'œuvre dépend des deux facteurs qui échappent au producteur, à l'auteur. D'abord, l'essence d'une œuvre ne réside pas seulement dans la construction interne du texte. Quand on parle de construction interne, on parle du texte, comme le veulent les érudits, mais aussi dans un espace des possibles national ou international. Dont les contours sont tracés par l'ensemble des productions symboliques du présent et du passé, parmi lesquelles elles se situent au moment de sa publication ou de sa réputation. Donc, elle va nous attirer l'attention à quelque chose de très important. L'essence d'une œuvre ne réside pas seulement sur la construction interne du texte. Il y a d'autres éléments comme national ou international. L'ensemble des productions symboliques du présent et du passé vont jouer aussi un rôle dans la compréhension du texte. N'est-ce pas? Pour vous donner encore un exemple, je sais pas, je pense, ouais, je vais essayer l'exemple qui vient facilement à l'esprit ici. Parce que je cherchais, pardon, Lana? Non, je vais vous donner un exemple, mais je ne sais pas si c'est correct parce que j'étudie le roman Os Sofrimentos do Jovem Werther. Oui. Donc, je pense qu'il y a une relation très forte avec l'esprit du Avec, pardon, avec l'esprit du temps. Il y a une relation très forte entre l'esprit du temps et les romans, les éléments du roman. Et il y a comment, je ne me rappelle pas, Furia, Impetus, Turn. Tempestade de ímpeto. Parce que en français, Ilana, si je ne me trompe pas, on traduit de l'allemand Furie et Tempête et Furie, si je ne me trompe pas. Et en português, on traduit comme Tempestade de ímpeto. E em francês, acho que ímpeto eles colocam como Furie, Fúria. D'accord? Oui, c'est un bon exemple, par exemple, pour penser, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Goethe. Je crois qu'en français, c'est les souffrances de Jean Werther. Et il se suicide à la fin. Et ce livre a marqué une génération. Et à l'époque, il a déclenché plusieurs suicides de jeunes qui ont lu les romans. Et une chose, c'est par exemple de considérer si les jeunes aujourd'hui sont aussi sensibles au suicide que à l'époque, n'est-ce pas? L'exemple que je veux dire, c'est pas qu'on va essayer quelque chose comme ça, mais on peut, je sais pas, faire un travail avec des psychologues, etc.,
et pour, évidemment, éviter ce genre d'actes, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour profiter l'exemple d'Ilana. L'exemple que j'allais vous donner, c'était de Macunaíma. Il y a à un moment donné, o Macunaíma está na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, procurando acho que uma capivara. E aí todo mundo, ele para o centro de São Paulo para todo mundo ajudar ele a procurar a capivara que estava lá, não sei o quê. E aí depois ele vira e fala que não tinha capivara, e o irmão dele fica bravo e fala assim, eu menti. E o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né? E ele é uma espécie de metáfora do brasileiro. Et peut-être, nous, on peut lire Macunaíma comme, oui, c'est juste un petit mensonge, une blague qu'il a fait. Par contre, le même roman, Macunaíma, lu par un Allemand, peut-être ce mensonge serait considéré une absence ou un manque grave de caractère, ou de personnalité, ou d'éthique, n'est-ce pas? Mais dans notre imaginaire brésilien, un petit mensonge, ça fait rien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà l'ensemble des productions symboliques du présent et du passé. L'œuvre singulière se définit ainsi par son rapport à d'autres productions du point de vue du thème, genre, composition, procédé. Parce qu'on peut... l'œuvre littéraire ne se définit pas toute seule, n'est-ce pas? Elle appartient à un genre, à un type de composition, à la procédé, au procédé utilisé de composition, etc. Et, comme je disais tout à l'heure, elle véhicule des représentations du monde social. Représentations du monde social, classe sociale, genre, sexe, âge, références culturelles, etc. D'accord? Avançons ici, parce que nous sommes dans la première page. Voyons ici. Oui. Le second facteur concerne, parce que le premier facteur ici, voyons, l'essence, n'est-ce pas? Les facteurs ici. Le premier, c'était l'essence. Construction interne et représentation sociale. Et puis, le deuxième facteur concerne les appropriations et l'usage qui sont faits d'une œuvre, l'essence qui lui est conférée et les tentatives d'annexion dont elle est l'objet. Ces processus de réception ne sont pas extérieurs à l'histoire de la production littéraire. C'est-à-dire que ici, on étudie la littérature d'un point de vue académique, n'est-ce pas? Mais l'université, l'école, l'académie ne détient pas le dernier mot sur ce qu'on fait avec la littérature. Même si on est prétentieux au point de considérer comme nous sommes des universitaires, des professeurs, et la littérature se lit comme nous disons qu'il faut la lire, d'autre côté, il y a tout un contexte d'appropriation et d'usage de l'œuvre littéraire et artistique, et on fait comme on veut, n'est-ce pas? Par exemple, quand un réalisateur de cinéma prend un roman et il fait une adaptation au cinéma, peut-être l'auteur peut être pas content, peut-être les professeurs vont dire non, il a fait une interprétation biaisée, une biaisade de l'œuvre, mais non.
Un réalisateur de cinéma peut faire ce qu'il veut d'un poème, d'un roman et adapter comme il veut. Évidemment que, encore dans le domaine de la sociologie, de la littérature, il faut respecter quand même les droits d'auteur. On va dire que le réalisateur demande à l'auteur l'utilisation de son œuvre et il paye les droits d'auteur et l'auteur est d'accord. Et puis il fait une adaptation bien différente ou avec une fin différente. C'est possible. Ça fait partie de ce qu'on appelle ici des appropriations et usages qu'on fait d'une œuvre. N'est-ce pas? Mais par contre, ces processus de réception ne sont pas extérieurs et à l'histoire de la production littéraire. Voyons ici, je pense peut-être un exemple d'appropriation. Quand je finis ma licence, je donnais des cours de littérature brésilienne au lycée pendant un an. Et on a travaillé un livre, si je ne me trompe pas, l'auteur s'appelle Carlos Herculano. C'est un écrivain de Minas, peut-être pas très connu. Et il a fait un roman sur le poème de Carlos Drummond de Andrade, Caso do Destino. Et vous connaissez le poème, c'est un poème narratif, mais il a développé les personnages et il a transformé le poème dans un roman. Ça, c'est un type d'appropriation qu'on fait. N'est-ce pas? Voilà. Donc, premièrement, la réception. La réception d'une œuvre a des effets non seulement sur la signification sociale, mais aussi sur sa position dans la hiérarchie des biens symboliques, qu'il s'agisse de la réception critique ou de la diffusion en librairie. Genre placement sur les tables des librairies, liste des meilleures ventes, etc. Bien symbolique, ça c'est, comme je vous ai dit, Gisèle Sapiro, l'auteur de ce livre, elle est sociologue et il me semble qu'elle a été dirigée dans son doctorat par Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu est un sociologue français qui a développé certains concepts très intéressants comme l'économie des biens symboliques, l'économie dos bens simbólicos. Et donc, il va parler par exemple, des capitales culturelles. Vous voyez, c'est différent du capital économique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, en tant que prof universitaire, je détiens un grand capital culturel, symbolique, etc. Par contre, je détiens un capital économique, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme le ministre de l'économie, Paul Guedes, qui a de l'argent, des millions de dollars dans une offshore dans un autre pays, n'est-ce pas? Donc, il fait cette distinction entre type de capital, n'est-ce pas? Le capital symbolique, le capital. Et il y a même un livre. Je ne sais pas si l'auteur, ça a été une recherche de doctorat, je ne sais pas si elle a été dirigée par Pierre Bourdieu, mais elle parle de capital sexuel. Par exemple, dans son analyse, ce n'est pas une analyse littéraire, mais une analyse sociologique. Et par rapport au comment, à l'analyse qu'elle fait dans cette thèse, c'est de comment les hommes peuvent
dans la société mobiliser leur capital sexuel, et ça c'est bien vu, c'est bien évalué, et comment les femmes qui font usage de son capital sexuel, c'est-à-dire qui séduisent, qui sont séduisantes, charmantes, elles sont critiquées en société, n'est-ce pas? Et elles donnent des exemples comme et puis elle va développer cette analyse sociologique. Ça, elle fait une distinction, genre le ministre de l'économie grec, j'ai oublié son nom, qui était un homme charmant, motard, motoquet, et tout le monde, et il utilisait son charme pour sa position. Mais dès qu'on voit une femme féminine qui utilise son capital sexuel, par exemple, normalement, elles sont critiquées. Et puis, elle va montrer comment les femmes qui ne sont pas critiquées dans l'espace public, normalement, elles sont plutôt masculines, comme Angela Merkel, ancienne première ministre allemande. Donc, voilà, on continue ici. Deuxièmement, des sons vivants, elle a souvent des effets sur l'auteur lui-même ou elle-même, qui peut être amené à enfléchir ou à ajuster son projet créateur en fonction des réactions et des attentes suscitées par la réception. Vous voyez ici, dans ces second facteurs, elle va attirer notre attention aux appropriations et usages. C'est-à-dire que l'essence, elle va parler de la réception. Et d'abord, la réception est influencée par la signification sociale et les biens symboliques. Deuxième point ici, les effets sur l'auteur. C'est-à-dire, par exemple, un auteur aujourd'hui, dans notre société de communication, pensez comme je viens de parler, l'auteur de Tortora. Il a eu un très grand succès avec ce livre. Imaginons qu'il avait déjà un autre roman pensé à écrire, différent de Tortora, mais il a eu un très grand succès avec Tortora et il va désister du projet de ce deuxième roman et faire un autre roman plus proche de Tortora parce qu'il sait qu'il va vendre plus. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Évidemment qu'on va avoir, pour faire une étude comme celle-là, il faut interviewer l'écrivain, savoir s'il avait un autre projet d'écriture, s'il s'est laissé affecter par les opinions publiques partagées sur son roman. Il y a des artistes, des écrivains qui disent qu'ils ne suivent pas les critiques et les commentaires sur la presse, sur les réseaux sociaux, pour ne pas se laisser influencer par ces genres de commentaires. Mais d'autres, ils peuvent suivre plus ou moins ce qu'ils savent qu'il va avoir de retour économique, financier, mais de retour d'approbation aussi. Juste pour vous donner un exemple, pensez, je peux vous donner un exemple de la musique. Pensez à un groupe de musique comme Los Hermanos ou
comment ça s'appelle? C'est le groupe de rock anglais qui a un album qui s'appelle Viva la Vida, Coldplay. Coldplay, ils ont, comment on dit, ils ont, ça me manque le mot pour lancer juste now, publié, où ils ont, c'est pas partagé, c'est pas paraître non plus, mais laissons tomber. Mais considérons, je sais pas, les 2 ou 3 premiers albums de Coldplay ou Los Hermanos. Le premier est un peu différent, puis le deuxième et le troisième sont plus... ils ont déjà une esthétique plus proche ou plus propre de Los Hermanos. Quand ils sortir en fait, le verbe. Quand ils sortent, le 4e album s'appelle 4, ou Coldplay avec Viva la Ville. Ils ont beaucoup changé leur personnalité artistique, ou leur esthétique musicale. Ils ont perdu, ou ils ont été victimes d'une critique négative, n'est-ce pas? Et Los Hermanos a fini. Après, ils n'ont pas sorti un autre album. Coldplay, je ne suis plus leur carrière, mais moi, par exemple, j'aimais avant. Avant Viva la Vida, parce que après, à mon avis, ça a changé un peu trop leur caractère. Et on peut considérer, par exemple, la possibilité d'un groupe comme Los Hermanos ou Coldplay, genre, ils ont sorti 3 albums avec une même esthétique musicale. Et ils ont eu du succès avec les 2-3 premiers albums. Ils ont changé leur esthétique. Ils ont eu des critiques négatives. Donc, ils vont sortir un 5e album qui reprend la même musicalité du début parce qu'ils savent que ça va avoir un rapport au public différent. C'est ce genre de questions qu'on peut se poser dans ce domaine ou dans cette perspective sociologique de la littérature. Okay? L'influence du public sur la production artistique ou littéraire de l'artiste écrivain. D'accord? Cela vous montre que la production ou la création artistique, elle n'est pas totalement indépendante. Elle n'est pas, par exemple, un exemple intéressant, c'est de Bernard Carvalho, écrivain brésilien, qui a fait un roman, il a écrit un roman qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Moscou. Et il me semble qu'il a reçu une bourse de la Russie. Et donc, il est parti en Russie et il devait écrire un roman qui touchait ou qui parlait, qui aurait une relation avec la Russie. Donc, il a utilisé le décor de la ville de Moscou dans son roman. Ou pensez aussi à Woody Allen qui a fait plusieurs films comme il y avait un sur Barcelone, je oublié le titre, Vic Cristina Barcelone. Il me semble qu'il a demandé de l'argent à la mairie de Rio pour faire un film à Rio. Et dans le film, Rio aurait presque une représentation parce qu'il savait que réalisant le film à Rio, ça allait promouvoir le tourisme à Rio. Mais la mairie de Rio n'a pas voulu payer à Woody Allen pour faire son film. Et il me semble qu'il a fait à Paris
Minuit à Paris. Donc, peut-être la mairie de Paris a payé Woody Allen pour réaliser le film dans la ville. Et là, on se pose la question. Donc, si le film avait été réalisé à Rio, il serait un autre film, un film différent de celui qui a été réalisé à Paris. Donc, vous voyez qu'il y a eu une influence externe sur les résultats de l'œuvre. Voyons encore. Oui. Ici, elle va parler de ce déterminisme. Encore une fois, le mot déterminisme revient dans cette discussion ici. Et l'idée de ce genre, et vous voyez ici que l'idée de déterminisme est toujours péjorative, n'est-ce pas? Dans ce sens de forcément la classe sociale de l'écrivain va déterminer un type de littérature, ou le fait d'être un homme ou une femme, ou des choses comme ça. Et voyons encore. Oui. Et en fait, ici, c'est dans ce paragraphe, je ne vais pas le lire, c'est juste pour vous situer, que ces genres d'études sociologiques qui a aussi une méthodologie spécifique de travail, elle va aussi arriver à d'autres perspectives, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ici elle utilise les mots en anglais parce que ce sont des perspectives d'études fortes ou célèbres ou importantes dans les pays anglophones, comme je disais tout à l'heure. Gender Studies, les études des genres, féminisme, littérature des transsexuels, etc. Et post-colonial studies comme la représentation coloniale ou de révision décoloniale d'autres choses, ou d'autres œuvres. Je veux dire, par exemple, pour vous donner un exemple de possibilités d'études postcoloniales, ça peut être, par exemple, d'études des œuvres des pays qui sont des anciennes colonies et qui ont un rapport encore avec la littérature coloniale, n'est-ce pas? Et ça, on peut parler de la littérature africaine aujourd'hui, de la littérature des Antilles, du Haïti, par exemple, ou en France du Maghreb, etc. Ça peut être l'approche, par exemple, par exemple, on peut relire des œuvres de la période coloniale pour montrer comment l'idéologie coloniale était présente dans ces œuvres-là. Donc, on est capable, dans ce genre d'études postcoloniales, d'étudier les œuvres anciennes pour montrer comment les processus de colonisation étaient déjà dénoncés ou assimilés, ou on peut lire des œuvres contemporaines qui montrent ou qui représentent les conséquences d'un passé colonial. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a plusieurs possibilités, voyons ici, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Les romans que vous connaissez probablement à l'étranger, des Camus, et on peut analyser parce que vous savez, Meursault, il est français, mais il vit en Algérie.
l'histoire du roman se passe en Algérie, pardon. Et nous avons par exemple la référence à l'arabe qui tue. L'arabe, il n'aura jamais de nom. Donc, on peut voir là une perspective colonialiste française qui dépersonnalise un personnage comme l'arabe. Genre, ce personnage-là, il n'a pas d'individualité, de personnalité, il est déshumanisé en tant qu'arabe et comme ça, il peut être tué. Par exemple, comme ça. Et si vous connaissez l'histoire un peu plus, vous savez que Meursault, il est jugé en raison de son comportement et non en raison du crime d'avoir tué l'arabe. Et là, on peut se dire qu'il y a même un passage dans lequel l'avocat dit que si Meursault reconnaît son comportement, où il peut mentir devant le jury et se faire et ne pas se faire condamner. Et il refuse de faire ça. Et là, quand on voit cette perspective, c'est tout un effort pour ne pas condamner un individu français en Algérie, et peu importe s'il a tué un individu arabe qui n'a pas de psychologie développée dans le roman. Vous voyez? Donc, c'est, par exemple, ça, c'est une possibilité d'étude du point de vue des études postcoloniales. C'est-à-dire, ce qui sera, pour laisser quelque chose distinguer entre les choses. Quand je parlais tout à l'heure, tout au début, des études marxistes, comme vous connaissez bien la théorie marxiste, ce qui est mis en avant, c'est la lutte des classes, les différences économiques dues aux classes sociales. Pour les études postcoloniales, au lieu d'avoir une classe, on va avoir une lutte entre la puissance colonialiste et le pays colonisé, ou entre les colonisateurs et les colonisés. Et quelles sont les différences culturelles ou les enjeux politiques qui en découlent. Du point de vue des études des genres, on peut voir quelles sont les différences entre hommes et femmes, entre homosexuels et hétérosexuels, transsexuels, etc. Et autres genres. Donc, vous voyez qu'à partir de cette perspective marxiste qui va nous donner la perspective sociologique, on va voir d'autres branches, outros galhos ou braços, aujourd'hui plus spécifiques, comme études des genres ou études décoloniales, postcoloniales, néocoloniales, etc. Mais on peut toujours construire des analyses du point de vue sociologique marxiste. La lutte des classes, elle est toujours présente dans la société. Et avançons. Voyons ici. Non, ça va répéter un peu les choses qu'on a déjà discutées ici. Non, ça se répète. Oui, ici, à la fin, il y a quelque chose de très intéressant. Et là, je termine le cours d'aujourd'hui. Elle va dire ici, enfin, on s'interrogera également sur les perspectives ouvertes ou les perspectives ouvertes par la dénationalisation de l'histoire littéraire
avec les études sur la circulation transnationale des œuvres, par voie de traduction notamment, mais aussi d'imitation, et sur les trajectoires migratoires, effets des situations d'exil sur la création. Je vais développer chaque expression détachée ou soulignée ici. Donc, les perspectives ouvertes par la dénationalisation de l'histoire littéraire. C'est-à-dire que la perspective de l'histoire littéraire, dès sa création au XIXe siècle, considère la littérature comme un phénomène national, la raison pour laquelle on étudie la littérature française, la littérature espagnole, brésilienne, etc. Comme si elles étaient des phénomènes culturels, littéraires indépendants. N'est-ce pas? Mais avec toute la circulation d'informations, des œuvres, des auteurs, etc., la littérature, surtout aujourd'hui, mais si on recule au XXe siècle, au XIXe siècle, la littérature n'était pas nationale comme on veut, n'est-ce pas? Je viens de parler dans le cours de Panorama tout à l'heure du romantisme. Nous avons un romantisme brésilien, un romantisme français, allemand. Donc, on peut même, par exemple, j'ai déjà révisé un article pour une revue du Espírito Santo qui s'appelle Machadianas, c'était un article sur une traduction de Machado, que Machado de Assis a fait d'un poème de Musset, de Alfred de Musset. Et l'influence que la lecture de la littérature romantique française a exercé sur la littérature de Machado d'Assis. Vous voyez? Donc, il y a ce genre de circulation d'informations. Pensez au surréalisme, c'est la même chose. C'est un mouvement qui se développe en France. Et nous avons, par exemple, comment il s'appelle? Murilo Mendes, un poète mineiro, brésilien, surréaliste, qui a une phase, une étape de sa production littéraire surréaliste. On parle assez souvent du réalisme fantastique en Amérique du Sud, comme Gabriel Garcia Marquez. Mais on peut considérer Guimarães Rosa comme une espèce de réalisme fantastique aussi. Donc, on va projeter Guimarães Rosa, qui assez souvent on considère comme un écrivain local, il a une projection internationale en contact avec d'autres écrivains du réalisme fantastique. Donc, la dénationalisation de l'histoire littéraire, et on peut faire, par exemple, une histoire de littérature surréaliste et mettre ensemble des écrivains français, mexicains, brésiliens, tous suivant la façon de produire ou de faire la littérature surréaliste. Avec les études sur la circulation transnationale des œuvres, qui peut être à partir de la traduction, n'est-ce pas? On traduit une œuvre qui arrive ici, on va la lire et ça va influencer d'autres productions. Regina Baltassin, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait suivi des cours avec elle, mais là, elle travaillait sur une écrivaine, je ne sais pas si elle était antillaise ou française, mais noire, une écrivaine noire, qui a lu le livre Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus, traduit en français, et elle a écrit un livre en réponse à Maria Carolina de Jesus. Mais il me semble, je ne sais pas si Maria Carolina était encore vivante quand cette dame a écrit ce livre. Donc, vous voyez, un livre écrit par une écrivaine brésilienne qui a été traduit en France, qui a été lu en France et qui a généré un autre livre en réponse
il me semble que c'est une espèce de lettre à Maria-Thérèse Jésus, quelque chose comme ça. Et ça, c'est à partir de traduction, mais aussi imitation quand on fait à la manière de, n'est-ce pas? Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on prend la façon de l'esthétique surréaliste et on va faire des poèmes surréalistes ici au Brésil à notre façon, n'est-ce pas? Sur les trajectoires migratoires, genre, moi je travaille assez souvent dans les cours de littérature d'Amérique avec Daniela Ferrière, qui est un écrivain haïtien du Haïti, qui est parti vivre au Canada, qui est un immigrant au Canada, et qui assez souvent il écrit ses livres parlant du Haïti. Et la question de l'immigration ou des différences culturelles en arrivant au Canada. Voilà, donc des possibilités de situation d'exil sur la création. Voilà, je pensais à d'autres exemples, mais je pense que c'est bon. Donc, ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'était de vous montrer un peu toutes les possibilités d'études dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie de la littérature. Donc, ce n'est pas tout simplement voir ou chercher dans les œuvres des représentations des enjeux sociaux, mais aussi de regarder la littérature comme un système composé de auteurs, lecteurs, des œuvres, le marché des publications, l'université comme institution d'enseignement, les lecteurs libres, etc. D'accord? Donc, tout cela peut être objet d'étude. Si vous voulez faire un projet de master comme ça, c'est possible. D'accord? Et donc, j'avais prévu deux cours sur ce sujet, mais je crois que le deuxième, je vais l'enregistrer pendant le week-end, comme je vous ai dit, ou le début de la semaine prochaine, parce que là, sinon, on n'aura pas le temps de voir d'autres courants littéraires. Et comme ça, j'entre ici dans le programme du cours. Comme vous voyez, nous avons raté le cours du 28 et nous sommes les 5. Et donc, peut-être je vais faire un commentaire sur Lucien Goldman ou sur Luc Lukács. Et donc, la semaine prochaine, le 14, jeudi de la semaine prochaine, parce que mardi, c'est un jour férié, je vais parler de la critique féministe. D'accord? Donc, on va entrer dans quelques aspects spécifiques de la critique féministe. D'accord? Donc juste pour vraiment terminer, vous voyez la connexion de ces genres de perspectives théoriques depuis le 19e siècle, comme nous avons vu, avec Madame de Staël et les rapports entre les institutions sociales et la littérature, genre religion et littérature, littérature et religion. Puis, nous avons vu Taine et l'influence du milieu, du moment historique et de la race. Une perspective plutôt déterministe, n'est-ce pas? Et puis, nous avons un premier moment de la sociologie de la littérature et cette perspective marxiste, c'est-à-dire les représentations des luttes de classe ou de la société, ou les idéologies présentes dans la littérature. Et aujourd'hui, ça s'ouvre à penser la littérature comme institution, mais aussi à d'autres perspectives comme
la littérature féministe, les études décoloniales, des genres, etc. Okay? Donc, il y a toute une connexion, un développement ou un déploiement, un desdobramento de ce que nous avons vu tout au début au XIXe siècle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou on se dit au revoir et bon appétit? Professeur, je peux parler avec vous très rapidement? Oui, oui. Donc, c'est bon, si vous avez plus de questions, je vais terminer ici l'enregistrement. Vous pouvez quitter la salle de cours et je reste ici avec Ilan. D'accord? Donc, au revoir et à la prochaine.